Bienvenue dans cette troisième et dernière capsule sur la transition socio-écologique. Si vous n'avez pas vu la deuxième qui porte sur la compréhension du cadre théorique, ça peut être pertinent. Je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre cette capsule qui va porter sur comment faire la transition socio-écologique en pratique. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de gérer les transitions, on ne parle pas de contrôle. On a affaire à des transformations qui sont trop vastes, complexes et incertaines pour en avoir un réel contrôle. Donc, on va plutôt parler de coordonner et canaliser les changements pour essayer de les orienter au mieux dans la direction qu'on souhaite vers un changement positif. Pour ça, on va s'appuyer d'abord sur la compréhension des systèmes. C'est à partir de la réalité des systèmes qu'on va être capable de trouver les leviers pour essayer de les orienter vers un changement positif. On va s'appuyer sur la gouvernance parce qu'il faut avoir une pluralité d'acteurs pour être capable de piloter ensemble ces changements complexes. Et on va s'appuyer sur l'action parce que le meilleur moyen d'orienter un changement, c'est d'agir directement dessus en impulsant le changement qu'on veut voir. Si on veut résumer l'esprit de la gestion de la transition, cette citation de Middlecroft est assez pertinente. Il nous dit que l'accent initial sera mis sur les innovateurs. On veillera ensuite à intégrer progressivement des couches plus larges de parties prenantes. Et il nous dit que l'objectif consiste pas principalement à satisfaire tous les acteurs œuvrant dans un secteur, parce que par définition, c'est un but qui est presque impossible à atteindre pour des projets transformationnels qui perturbent nécessairement les attentes et les droits existants. Donc en gros, on a des acteurs dominants, puis une majorité de gens qui n'ont pas forcément intérêt à changer. Donc si on veut essayer de les convaincre eux directement tout de suite, on a peu de chances que ça fonctionne. A l'inverse, la courbe de diffusion de l'innovation qu'on a ici nous apprend que c'est d'abord par les acteurs les plus innovants, puis par ce qu'on appelle les adoptants précoces, ceux qui ont une certaine disposition au changement, qu'on va être capable d'introduire une innovation dans un système et qui va progressivement se diffuser parmi l'ensemble de la population. Donc, c'est d'abord avec ces catégories d'acteurs innovants, adoptants précoces qu'on va vouloir travailler pour développer des niches, développer des innovations de rupture qui vont arriver à maturité et qui là vont être prêtes ensuite à lancer dans le système. C'est ça en tout cas l'esprit de la transition, de la gestion de la transition, puis qui a été résumé en 4 grandes phases. La phase stratégique dans laquelle on va chercher la compréhension du système puis à construire une vision du futur. La phase tactique dans laquelle on va développer une trajectoire, des trajectoires et un agenda de transition. La phase opérationnelle dans laquelle on va faire des expérimentations pour orienter la transition. Et enfin, la phase réflexive de suivi du processus et du système. Ces phases ne sont pas forcément linéaires, on peut les faire dans n'importe quel sens et les adapter en fonction des contextes et des enjeux. Avant de rentrer dans le détail de ces 4 phases, regardons l'organisation d'un processus de transition, avec d'abord l'acteur qui va impulser le processus, qui va constituer dans l'idéal une équipe de transition qui comprend 4 ou 5 personnes, dont des acteurs publics avec un certain pouvoir d'agir, des chercheurs, notamment pour la phase de compréhension et d'analyse du système qu'on veut transformer, et des experts du processus pour être capable de gérer et d'adapter les différentes phases de gestion de transition. Puis cette équipe-là va constituer un groupe plus large qu'on appelle l'arène de transition qui va contenir environ 15 à 20 personnes avec des gens qu'on veut représentatifs des parties prenantes et des différents courants de pensée. On veut du monde qui est créatif et collaboratif, qui ont de l'autonomie et du pouvoir d'agir. On veut des personnes compétentes dans leur secteur et ouvertes à l'intersectorialité. Et on veut évidemment des gens qui reconnaissent la nécessité d'une transition, qui sont motivés pour l'action. Un des enjeux principaux de cette arène, c'est de trouver la bonne distance par rapport au système qu'on veut changer. Il faut qu'on soit assez loin pour avoir une certaine autonomie d'action et à la fois assez proche pour avoir une certaine capacité d'action sur le système. Le deuxième enjeu, c'est de réussir à regrouper un groupe avec autant de caractéristiques et de gérer un tel groupe. Donc si on regarde les différentes phases, la première, c'est celle de structuration du problème dans laquelle l'équipe de transition va lancer des études, des recherches pour essayer de comprendre et de définir le système qu'on veut changer, puisqu'on a dit que c'est à partir des caractéristiques du système qu'on va trouver les bons leviers pour orienter son changement. On veut à ce stade une compréhension assez générale, on n'a pas besoin d'études forcément très poussées, puis on veut surtout qu'elle reste compréhensible pour toutes les parties prenantes, parce que c'est ça qui va servir de base pour définir la vision et les trajectoires de transition.
En parallèle de ça, on a les acteurs de l'arène de transition qui vont associer les parties prenantes clés pour essayer de construire une vision du futur. Cette vision du futur, elle est essentielle, c'est vraiment une pièce clé parce que c'est elle qui va conscientiser les acteurs face au problème. C'est elle qui va montrer le potentiel d'action, qui va rassurer aussi les acteurs qui sont peut-être craintifs par rapport au changement en montrant les aspects positifs, en montrant tout ce qu'on a à gagner dans la transition. Et enfin, c'est comme ça qu'on va mobiliser les acteurs autour d'un projet commun, autour d'une vision d'un futur désirable. La deuxième phase, c'est celle dans laquelle on va construire les trajectoires. Trajectoire avec un S parce qu'on en veut plusieurs, parce qu'un problème complexe nécessite plusieurs solutions. Puis une trajectoire, c'est quoi? En gros, c'est relier la situation actuelle au futur souhaitable qu'on a construit dans la vision, de manière crédible, fondée sur l'analyse du système, de manière performante, en visant un impact et un changement massif du système, et de manière convaincante, notamment pour les pionniers et les principales parties prenantes qui vont être au début de la phase de diffusion de l'innovation. Puis, dans un deuxième temps, sur cette phase, on va construire l'agenda qui, en gros, est l'opérationnalisation de la trajectoire dans laquelle on va définir les priorités et les responsabilités d'action en créant une communauté plus large qui va prendre en charge la mise en œuvre de cette trajectoire, de ces trajectoires. La troisième phase, c'est les expérimentations. On va vouloir prioriser des expérimentations dans deux directions différentes. D'un côté, on veut prioriser des expérimentations qui vont viser à renforcer les niches, parce qu'on l'a vu dans la capsule précédente, c'est important d'avoir des niches dans lesquelles se développent des innovations qui vont arriver à maturité rapidement, puis qui vont être prêtes à agir quand on va avoir des opportunités pour agir sur le système. Donc ça, c'est une première partie des expérimentations qu'on veut développer. Une deuxième partie, c'est d'utiliser les innovations de rupture qui sont déjà matures et puis essayer de les introduire dans le système pour voir justement comment est-ce qu'on peut le déstabiliser, essayer de créer des opportunités pour introduire encore plus d'alternatives. Dans tous les cas, on va vouloir que l'ensemble des expérimentations contribue évidemment aux objectifs de d'orienter le changement dans une direction souhaitable, d'avoir des impacts sur le système dans son ensemble, et on va vouloir générer des apprentissages sociaux parce que c'est à partir des leçons qu'on va tirer de ces expérimentations qu'on va pouvoir réorienter des deuxième, troisième, quatrième vagues d'expérimentation. Puis enfin, la phase 4, c'est une phase transversale dans laquelle on va vouloir faire le suivi du processus de transition en lui-même, quels impacts on arrive à générer, et le suivi de la gestion de la transition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut évaluer les changements de comportement et de relations entre les participants, identifier les apprentissages sociaux, puis le déploiement de l'agenda. Donc ça, c'est les 4 grandes phases du processus. Évidemment, ce n'est pas une recette magique qu'on peut appliquer telle quelle, puis il y a des limites et des difficultés à faire ça. Si c'était si simple, ça serait, comme on l'a déjà dit. Donc, une des premières limites qu'on a identifiées, c'est l'enjeu de la récupération, avec le fait que les arènes de transition peuvent être récupérées par le régime qui se sent menacé, qui souvent est sous pression, y compris des fois dans une bonne volonté de soutien, mais où on a vu qu'une récupération d'innovations qui ne sont pas encore matures, ça peut engendrer une transformation du système sans engendrer un changement radical, alors que c'est ça qu'on vise, un changement radical. Deuxième enjeu, c'est la question de la mise à l'échelle. Une fois qu'on a expérimenté quelque chose localement, on veut que ça ait un impact sur l'ensemble du système. Cette dimension-là n'est pas encore nécessairement complètement intégrée dans le processus de gestion de transition. Et le troisième enjeu, c'est toutes les relations informelles, les émotions, les conflits personnels entre les gens, entre les membres d'une arène, puis avec l'extérieur, qui sont souvent sous-estimés, alors qu'en fait, elles peuvent avoir un impact majeur sur la transition. Donc ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc voilà, un tour d'horizon rapide sur qu'est-ce que la transition, puis comment la mettre en œuvre. J'espère que ça vous aura convaincu de l'expérimenter et de l'adapter chez nous. Sur ce, je vous laisse avec quelques références pour ceux qui veulent aller plus loin, et je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi ces capsules.